Les jeunes en demandent toujours plus. Bienvenue dans Pulse, le podcast de la formation. D'après Hello Work, les moins de 34 ans sont les premiers à se former à la fois pour trouver un emploi, mais également pour la reconversion. Dans ce nouvel épisode, on m'accueille moi pour parler du sujet. Et donc on y va. Ouais. Allez, bon épisode. Bonjour Sixtine. Bonjour Christophe, comment tu vas? Ouais, toi. Super. Bonjour. Bonjour. Sixtine, je te laisse te présenter, nous dire un peu qui tu es. Donc moi j'ai cofondé un groupe média qui s'appelle Le Crayon, donc qui est composé du média Le Crayon qui est le plus gros média de débat digital, du média Les Pépites de France qui est le média leader sur le domaine du tourisme et du patrimoine en France, et puis de deux agences, donc Le Surligneur qui est l'agence de personal branding et de relations presse des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, et aujourd'hui De la Toile qui est le nouveau cercle des leaders d'opinion, qui est un club. Donc voilà. Top. Et il te reste un peu de temps quand même avec tout ça? Un petit peu, pas trop. Alors sur ton bandeau LinkedIn, j'ai vu le groupe média de la nouvelle génération. Ça veut dire quoi en fait, cette nouvelle génération? Tu nous parles d'une tranche d'âge ou tu nous parles d'une transformation en fait plus générale des mentalités? C'est plus général. Pour moi, c'est la génération qui est née avec les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui en fait des nouveaux moyens de communication autant importants que les médias traditionnels. Aujourd'hui, les médias traditionnels ne sont plus le seul endroit où tu vas apprendre l'information. Là, beaucoup de médias digitaux comme Hugo Décrypte, ou après ça dépend des secteurs, sont devenus même parfois plus importants en termes d'audience que beaucoup de médias traditionnels. Et au long terme, les médias traditionnels disparaîtront s'ils ne s'adaptent pas au code des réseaux sociaux. Donc pour moi, la nouvelle génération, c'est justement les gens qui ne s'informent que par ça aujourd'hui. D'après toi, comment cette génération voit-elle le monde d'entreprise aujourd'hui et surtout, quelles sont leurs attentes, on va dire? C'est marrant parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui sont obsédés plus par le fait de bien gagner leur vie, qu'importe l'industrie, et en fait ils s'en fichent d'avoir un métier qui ne leur convient pas, ils veulent juste bien gagner leur vie. Et à l'inverse, t'en as d'autres, leur première motivation n'est pas du tout le salaire, mais c'est vraiment d'avoir un métier qui leur plaît, même s'ils doivent se reconvertir, même s'ils doivent refaire des études, même s'ils doivent même pas faire des études, mais directement commencer à travailler. Il y a beaucoup moins cette pression sociale de devoir faire les plus grandes études possibles pour avoir les meilleurs jobs. Moi je connais plein de jeunes autour de moi qui ont réussi à avoir des jobs parfois mieux payés que certains qui avaient fait des meilleures écoles qu'eux, parce que justement ils sont directement focalisés dans une formation spécifique très vite après le lycée. Donc aujourd'hui les codes ont vachement changé, et même le regard des gens là-dessus. Et du coup là tu as parlé de formation, c'est quoi leurs attentes, que ça soit envers eux-mêmes, s'auto-former, ou même que ça soit envers les entreprises dans lesquelles ils travaillent? Effectivement, aujourd'hui, les jeunes veulent apprendre un maximum de choses. C'est sûr qu'ils veulent s'épanouir dans un domaine qui leur convient, mais pour ça, il faut bien qu'ils savent bien faire le métier. Aujourd'hui, on a vachement de surfaits sur beaucoup de métiers. On a l'impression que ça va être de telle et telle façon. Et en fait, quand tu commences à travailler, tu as un N+20 où en fait, tu fais des petites tâches que en fait, n'importe qui pourrait être capable de le faire. Et donc, tout ce que tu as appris avant en études, en formation, ne te sert pas forcément parce que c'est des métiers très institutionnels. Là où aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui se créent grâce au digital et du coup, des formations dessus qui, typiquement, des formations de community manager, des formations pour coder des applications. C'est plein de nouveaux métiers qu'il y avait beaucoup moins avant. Peut-être pas à ton époque, mais peut-être à celle encore plus de mes parents. Donc ça change un peu les codes. Merci Sixtine. Merci pour cet épisode. Mais tu dis, ouais, on est dans un monde des réseaux sociaux, etc. Une question quand même de vieux. Comment aujourd'hui, moi je le vois, tu vois autour de moi, comment tu arrives à distinguer le fake du vrai, justement, parce que par nature, moi depuis que tu vois je suis les médias, j'ai toujours accordé du crédit aux médias parce que voilà, on avait un canal d'information qui était censé être fiable, et donc on s'y conformait quelque part. Aujourd'hui, si tu prends par exemple, ne serait-ce que YouTube, si on se concentre sur un média social, comment tu arrives à savoir ce qui est vrai, de ce qui est faux, comment tu fais en fait? Parce que c'est quand même hyper complexe en fait. Ça c'est sûr, ça le seul moyen c'est que la personne dont tu prends les informations est suffisamment fiable pour le savoir, et ça c'est parce qu'il y a eu suffisamment d'avis pour te rassurer, mais ça c'est impossible de savoir à l'avance que la personne va être fiable ou non. En fait le problème c'est qu'il ne faut pas se dire parce que c'est YouTube il y a un risque que ce soit pas fiable. Aujourd'hui YouTube est quand même la plateforme même encore plus utilisée je pense que Instagram, enfin même Meta de manière générale. Beaucoup de gens se forment dessus, moi je sais que mon frère s'est formé beaucoup plus dessus qu'avec des profs au lycée. T'apprends énormément de choses en plus avec du contenu qui est gratuit.
Donc oui, effectivement, après, si tu prends des chaînes comme, tu vois, Arte pour l'histoire ou qu'importe, t'as des chaînes où tu sais très bien que c'est très fiable et très crédible. Après, t'as des gens qui vont te dire qu'il y a des formations en ligne que c'est des gros fakes et t'en sais rien. Mais en fait, c'est comme partout. T'as des trucs qui sont totalement vrais, des trucs qui sont complètement faux. Et ça, à part avoir eu des avis de d'autres gens qui l'auraient testé, c'est compliqué de savoir à l'avance, ouais, Mais effectivement. t'as pas l'impression que là, quand on parle pour opposer, puisque t'es jeune, je suis vieux, moi je le vois par exemple même avec mes enfants, quand ils sont face par exemple à YouTube, ma fille elle a 18 ans, donc on va dire c'est plus vraiment une enfant, c'est plus pas vraiment un adulte non plus. Comment ils peuvent se prémunir de ça, parce que eux vont pas avoir forcément toujours le discernement, tu vois. Et je le constate auprès de pas mal de jeunes, tu vois, qui vont me dire ah bah ouais, moi j'ai vu ça, mais tu sais que c'est un fake. Mais lui ou elle, il le sait pas, parce qu'en fait, il a vu 2 ou 3 vidéos virales qui pourtant sont blindées de commentaires. Et comment on peut se prémunir de ça? Généralement, sur ça, le problème, c'est que c'est pareil à la télévision. Tu regardes, il y a différentes chaînes, elles sont plus ou moins politisées ou avec des avis plus ou moins divergents. Et là, la personne pourrait dire la même chose, sauf que comme elle est plus jeune, effectivement, c'est plus un problème. Après, moi, j'aurais plus dit que TikTok était un problème là-dessus, parce que effectivement, l'information est encore moins contrôlée que YouTube et encore moins qualitative en termes de qualité de contenu. YouTube est quand même hyper quali, c'est quand même rare d'avoir des chaînes extrêmement suivies qui balancent des fausses informations, en tout cas quand ça n'est pas politisé ou autre. Il n'y a pas vraiment de raison que ça arrive. Dans ce cas-là, si tu as peur pour ta fille ou pour les personnes qui auraient peur pour leurs enfants, c'est plutôt TikTok qu'il faut faire attention, plus que YouTube. Enfin, moi, YouTube, j'ai vraiment toute confiance dans cette plateforme, contrairement à un TikTok qui est plus difficile à contrôler et surtout la moyenne d'âge est quand même beaucoup plus jeune. Alors tu parlais de ton frère qui s'est beaucoup auto-formé via YouTube. Est-ce que tu crois que c'est vraiment un canal aujourd'hui qui va encore plus se démocratiser pour l'auto-formation? J'en suis sûre. J'en suis sûre parce que c'est des vidéos qui sont très bien faites, qui sont courtes ou longues, ça dépend des sujets. La plateforme te le met en avant de manière gratuite. En plus, généralement, les vidéos sont quand même suffisamment bien faites pour que le temps de concentration et qu'en tout cas, tu aies envie de la regarder jusqu'au bout parce qu'ils ont un intérêt de reach derrière aussi. Donc en fait, ça, pour un enfant ou pour un jeune adulte, même un adulte, hein, ça dépend des thématiques, c'est beaucoup plus intéressant que d'écouter un prof dans une salle de 35 élèves avec un prof qui t'explique sa matière, mais en fait, il a que 50 minutes pour le faire et avec 35 élèves qui écoutent en même temps, et en plus quand tu es en cours, tu n'as juste aucune envie d'écouter le prof. Donc en fait, oui, généralement, quand la volonté vient elle-même de l'étudiant ou de l'enfant ou de l'adulte, contrairement à ce qu'on te force à l'école à apprendre des choses, généralement, ouais, t'en apprends beaucoup plus. Et puis au moins, t'as pas le truc biaisé d'aimer ou non ton prof, qui fait que généralement, t'adores rarement tes profs quand t'es au lycée ou au collège, alors que là, sur YouTube, au moins, tu connais pas la personne et t'es pas biaisé. Le nombre de cours de maths, je sais plus comment il s'appelait, mais un gars avec un petit mono-sourcil, là, qui était hyper connu, lui, t'apprends mais beaucoup plus de trucs que n'importe quel prof de maths. D'ailleurs, il l'utilise en cours de maths. Bah ouais. Les profs de maths diffusent ces vidéos pendant les cours. Bien sûr. Et même moi, au lycée, j'avais des cours en philo de Enthoven. Le mec, mon prof, il me mettait des vidéos parfois YouTube de Enthoven, tu vois. Et donc, en fait, au bout d'un moment, les gens s'appuient eux-mêmes, les profs, et ils ont raison, parce que quand t'as 35 élèves, comment tu veux réussir à faire en sorte qu'un élève chaque élève apprenne hyper bien le cours? C'est très compliqué. Ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, ça permet qu'au moins, là, l'élève, il est seul chez lui avec son cours, et il a le temps de mettre pause, de remettre en arrière, de pouvoir refaire. Enfin, c'est une autre forme d'éducation qui apporte beaucoup. L'un n'est pas mieux que l'autre, ça dépend des élèves, ça dépend. Il y a des gens qui apprennent beaucoup mieux en classe avec un prof, il y en a qui apprennent beaucoup mieux seuls chez eux. Ça, on est tous assez différents là-dessus. Il y en a qui ont des mémoires visuelles, d'autoditie, donc ça, c'est vraiment des questions qui sont propres à chacun. Mais pour moi, YouTube va continuer à la fois de s'améliorer en termes de qualité de contenu et même en termes de diversité de thématiques que tu peux apprendre. C'est quelle audience principalement YouTube? On parle de qui en fait? On va dire, je crois que la moyenne d'âge, elle est quand même de... j'aurais dit 18-34, mais plus précisément, j'aurais peut-être dit 26-34. Après, ça dépend des thématiques. Hein. Si tu parles un sujet sur la cybersécurité, je pense pas que tu aies beaucoup de gens de 18 ans qui vont la regarder. Mais ça reste quand même encore une majorité d'âge qui est très jeune, mais tu as quand même beaucoup de personnes plus âgées qui regardent aussi. Pas forcément les mêmes thématiques, mais toi, des chaînes comme Arte ou des chaînes de foot, des replays de foot, donc c'est sur d'autres sujets. Moi, j'y vois quand même un intérêt amont à la formation, c'est qu'aujourd'hui, avec YouTube, je sais pas, quelqu'un qui se dit tiens, j'ai envie de me réorienter ou j'ai envie d'aller dans tel type de carrière, il a quand même suffisamment d'éléments de data via YouTube pour aller voir ce que serait tel métier, telle filière, aller chercher de l'information beaucoup plus facilement
voire même des vidéos où les gens se mettent en scène dans leur job. J'y vois déjà cet intérêt sur la compréhension des différents métiers, en fait. Chose qui n'existait pas à mon époque. T'allais au CFDJ, c'est ça, ouais, et t'allais feuilleter, foutez-vous de ma gueule, et t'allais feuilleter des catalogues. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde, je suis habillé comme toi. On est pareil. Moi, il y avait un sujet par rapport dans le monde des entreprises. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il y a une déconnexion entre ce que l'entreprise offre en matière de formation et les vrais besoins de cette nouvelle génération en termes de formation ? Je sais pas, parce qu'honnêtement, je connais pas l'intérieur de toutes les entreprises. En tout cas, je sais que les startups poussent vraiment à la formation de leurs employés. Nous, on le fait beaucoup, mais tout simplement parce que tu as envie de garder le plus longtemps possible les gens que tu recrutes, parce que plus ils se forment chez toi, plus ils vont être pertinents, donc plus à la fin, leur embauche va être entre guillemets rentable d'un point de vue vraiment entreprise, dirigeant d'entreprise derrière. Mais c'est surtout aussi parce que tu as des jeunes qui le demandent d'être formés. Je pense que c'est plutôt ça, en fait. C'est n'importe quel jeune dans n'importe quelle boîte demandait d'être vraiment formé sur tel sujet, avec telle formation qui coûterait tant. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui seraient prêtes à l'offrir. Alors, peut-être les grosses entreprises très instites, peut-être c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut faire valider le truc par 15 000 personnes, donc c'est l'enfer. Mais en tout cas, les plus jeunes entreprises, je suis sûre que ça, elles accepteraient avec plaisir de former leurs salariés là-dessus. Ouais. Et du coup, par exemple, là, tu as parlé que vous formez aussi vos collaborateurs. Du coup, c'est quel type de formation et ça se passe comment ? Alors, c'est soit nous, par Paul de la boîte, l'un des fondateurs, sur ces zones où il est un peu meilleur que les autres, il forme sur des sujets, la compréhension de LinkedIn. C'est du mentorat. Ouais, franchement, c'est du mentorat, mais ce qui aide pas mal. À la fois, ça apporte un vrai mindset à l'équipe, en plus de la motivation, et en plus, ça les aide vraiment à progresser. Et nous, n'importe qui de la boîte vient nous voir et nous dit j'ai telle formation, est-ce que je peux la faire parce que j'en ai besoin pour tel truc, mais avec grand plaisir. Enfin, nous, on pousse nos employés à être vraiment les meilleurs possibles, et on voit bien certains qu'on a depuis 2-3 ans dans l'équipe, le niveau de progression qu'ils ont, parce que ça avance tellement vite qu'ils n'ont pas le choix de s'adapter. Et il y en a beaucoup qui veulent apprendre. Il y en a beaucoup, effectivement, qui sont hyper flemmards, et encore plus, je pense, qu'à votre génération. Mais à l'inverse, il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus motivés aussi, parce qu'ils ont hyper faim, quoi. Et donc voilà, ça dépend vraiment des profils, et je pense des industries, mais il y a de tout. Donc en fait, tu es en train de nous dire qu'il n'y a pas d'histoire de génération d'un point de vue âge, parce que non, les profils qu'on retrouve aujourd'hui sont ceux, tu vois, qui existaient il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Tu avais des gens qui n'en avaient rien à foutre, tu avais des gens qui avaient les crocs, et il n'y a pas tellement de différence. La différence quand même, c'est que aujourd'hui, tu peux être freelance, tu peux être entrepreneur, tu peux être à ton compte, c'est beaucoup, beaucoup plus accepté, même totalement accepté qu'à l'époque. À l'époque, quand tu n'étais pas salarié, tu étais vu comme un outsider, tu étais vu comme quelqu'un de pas conforme aux règles. Aujourd'hui, c'est devenu même normal d'avoir des entrepreneurs, d'avoir des freelances, d'avoir en tout cas des métiers différents de l'époque. Moi, toute ma vie, on m'avait appris que je devais être salarié. Pour moi, être entrepreneuse, c'était pas du tout prévu. Enfin, c'était même pas un choix de carrière dans ma tête qui était possible. Parce que il fallait faire des études, et après, il fallait gravir les échelons. En fait, ça allait être ça, quoi. Et peut-être qu'à 50 ans, t'allais avoir un bon job dans ta boîte, quoi. Et t'allais commencer à peu près à bien gagner ta vie à ce moment-là. Enfin, moi, c'était toujours ce qu'on t'avait appris. Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe en cours, j'ai pas d'enfant, donc j'en sais rien, mais je suis sûre que la mentalité est vachement différente là-dessus, parce que aussi les opportunités, grâce aux réseaux sociaux, sont très différentes. Il y a des nouveaux styles de formation, dont les formations en ligne. Il y en a beaucoup qui sont vraiment c'est des gros trucs hyper pas illégaux, mais en tout cas qui sont complètement faux. Tu en as aussi des très vrais et qui fonctionnent vraiment bien pour les gens. Donc faut juste faire attention à ça. Mais il y a d'autres manières de se former aujourd'hui que par l'école et par les études. Il y a beaucoup plus d'opportunités, mais il faut avoir ce fameux discernement et pas partir dans tous les sens. Et il y a aussi le côté de responsabilisation, parce que dans un de nos épisodes, du coup, on parlait de responsabilisation des salariés, parce que on avait un de nos intervenants où on parlait de la difficulté à récolter les besoins, ou que les salariés se disent j'ai ma liberté pour me former moi-même. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, comment on peut responsabiliser que ce soit du coup les nouvelles générations ou les anciennes, pour qu'ils prennent plus de liberté à s'auto-former et à utiliser les réseaux sociaux ou YouTube par exemple pour se former. Comment les mobiliser ? Ouais, c'est juste le côté, c'est juste leur en parler en fait. C'est juste de la vulgarisation pour moi. C'est de leur faire comprendre que s'ils veulent
en tout cas, aller plus vite dans leur carrière, il faut qu'ils apprennent plus vite des choses. Et parfois, il n'y a pas que le terrain, il faut aussi de la formation. Ça dépend des métiers, mais tu as des métiers, tu n'as pas le choix d'être formé. Être avocat, quand tu travailles en finance, quand tu es médecin, ça, tu n'as pas le choix. C'est juste évident. Tu as juste des formations obligatoires parce que voilà. Mais en revanche, tu as d'autres métiers que tu peux complètement apprendre sur le terrain et que tu n'as pas forcément d'études spécifiques. À l'inverse, même tu apprendrais plus vite sur le terrain. Mais il ne faut pas être toujours extrême il ne faut pas faire d'études ou à l'inverse, il faut absolument en faire. Non, c'était pas tout à fait ça. Alors, il y avait un autre angle par rapport à ce que tu dis. Je vais juste préciser la question. Il y avait un DRH qui nous disait, on avait le discours de se dire, aujourd'hui, les entreprises, on leur demande de te préparer le petit-déj, de t'offrir les croissants, de t'inviter en formation, enfin de tout donner aux collaborateurs. Mais en fait, la question, c'est de se dire aussi, ok, mais à un moment donné, il faut aussi que le salarié ait un minimum envie et prenne un minimum en main sa vie et sa carrière. Et l'entreprise ne va pas tout apporter sur un plateau. Ça, je suis d'accord, ouais. Voilà, c'était ça le truc, en fait. Ça, oui, complètement d'accord, ouais. En fait, c'est les deux. Tu as envie que ton employé soit bien dans ta boîte parce que tu as envie qu'il aide aussi ta boîte à se développer. En fait, c'est la même chose, c'est les deux. Puis, de toute façon, généralement, au bout d'un moment, quand toi, t'es pas très satisfait d'un employé ou qu'à l'inverse, lui, il se sent pas très bien parce qu'il n'y a pas le bon culture fit ou autre, en fait, ça se ressent des deux côtés. C'est très rare qu'il y ait ça que d'un seul côté. Et ça arrive, parfois, il y a des gens qui sont faits pour d'autres styles d'entreprise ou autres, mais il faut prendre soin de ses employés, c'est sûr. Il ne faut pas non plus que l'entreprise soit au pied des employés. Il ne faut pas non plus inverser les rôles à ce point de vue-là. Après, ça dépend comment on se situe là-dessus, comment on voit ça, mais... Moi, je suis pour que mes employés soient le plus confort possible et qu'ils puissent apprendre le maximum de choses et qu'ils soient très heureux de venir au travail le matin. Je ne vais pas non plus me plier en quatre si eux ne seraient pas prêts à se plier en quatre pour nous, quoi. C'est... le short que je vais en faire de cette phrase. Si tu devais citer une compétence clé essentielle pour le futur, dans le cadre du monde du travail, ça serait laquelle ? Plutôt une compétence comportementale. Une compétence clé pour le futur... Qui est essentielle ou pas essentielle, pardon. Qui est essentielle pour toi et qui est quasiment essentielle pour tout le monde pour réussir dans le monde professionnel aujourd'hui. L'adaptabilité. Parce que ta question est tellement large que du coup j'aurais dit se former, mais en fait, je vais mettre être adaptable. Savoir juste adapter. Parce que qu'importe l'industrie ou qu'importe la boîte dans laquelle t'es, si tu sais bien t'adapter, t'arriveras toujours à te débrouiller. Et qu'est-ce que tu penses que les entreprises aujourd'hui, on en a déjà un peu parlé, mais devraient faire pour vraiment permettre à leurs collaborateurs d'être vraiment motivés et engagés ? Engagés dans le sens... Avant même de répondre à cette question, est-ce que c'est le rôle de ce côté-là, on parlait de responsabilisation, si un salarié, par exemple, ne se rend pas compte de l'importance de la formation, est-ce que c'est d'abord à l'entreprise de lui montrer l'importance de la formation et l'intérêt qu'il a pour sa carrière Oui, je pense. Le problème, après, c'est que l'entreprise n'a pas le temps d'être derrière chaque personne pour être sûre de s'assurer que la personne ait bien envie de se former ou qu'elle pourrait pousser encore plus loin ses compétences. Mais je pense, oui, ça j'en suis... Il y a un rôle d'éducation. Ouais, il y a un rôle... En fait, c'est même un rôle d'onboarding jusqu'au bout, quoi. En fait, il y a un rôle d'éducation. Moi, après, j'ai un avis assez clivant sur la question, puisque je considère que le système éducatif français est très borderline, voire presque inefficace aujourd'hui, et qu'on demande aujourd'hui aux entreprises de le remplacer, en fait. Parce qu'en bout de course, aujourd'hui, la plupart des jeunes diplômés qui arrivent en entreprise, ils savent rien faire. Rien faire, ouais. Et du coup, c'est à l'entreprise de faire l'éducation qui n'a pas été, en fait... réalisé dans les années précédentes. Mais ça, c'est parce qu'en cours, on t'apprend du par cœur. On t'apprend pas à être utile sur le terrain. Donc en fait, le par cœur, déjà, tu l'oublies 6 mois après. Et en plus, les élèves sortent de ça. On a l'impression qu'ils vont être les rois du monde, alors qu'en fait, ils savent rien faire techniquement. Je crois que c'est pas qu'un problème de par cœur. Tu as des élèves qui s'en sortent avec du par cœur. Je crois que c'est un problème d'adaptabilité, comme tu l'as dit, du système à la réalité de ce qu'est notre économie. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on nous apprend aujourd'hui, ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école, c'est basé sur un système économique qui a déjà 15 ans. C'est réadapté, mais par décennies. Ça prépare on a pas la toujours réalité une décennie aujourd'hui. de retard, tu vois. On voit bien, par exemple, en France, on manque de... Tu parlais de la cybersécurité, très bon exemple tout à l'heure. Cybersécurité, pénurie de main-d'œuvre, personne ne veut y aller. Ouais, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune formation qui incite à y aller, parce que ça n'a pas été intégré dans les programmes préalables. Alors que c'est Donc, important. voilà.
Donc je pense qu'il y a cette obligation de la part des entreprises à continuer l'éducation tout au long de la vie des collaborateurs. Mais pour autant, ça ne veut pas dire les tenir par la main. Donc oui, les informer, les éduquer, mais... Ouais, complètement. Voilà, c'est mon podcast, c'est moi qui... Non, mais c'est important, c'est une vision peut-être pessimiste du système actuel, mais je pense que les entreprises n'ont pas le choix. Après, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'écoles, de nouvelles écoles qui forment sur des métiers spécifiques qu'on ne trouve pas aujourd'hui dans les universités, etc. Donc ça, c'est aussi le côté positif de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Après, je trouve ça assez cool, un média comme YouTube qui vient donner la chance à tout le monde, quelque part, d'avoir accès à l'information. Mais je trouve quand même que ça reste limité à un certain public. Parce que je pense qu'il faut déjà avoir une certaine appétence pour se dire je vais aller, enfin même pas appétence, mais un certain état d'esprit pour se dire je vais aller sur YouTube apprendre. Oui, mais alors dans ce cas-là, tout va être trop compliqué parce que si en plus tu dois faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils aient un état d'esprit à la base, dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. Tu vois, moi, je trouve justement génial ce que YouTube fait et que justement, ça permet à n'importe quelle personne de n'importe quelle catégorie sociale, qu'importe d'où il vient, de pouvoir réussir à se démerder avec les mêmes chances que les autres par rapport à ce qui est proposé sur YouTube. Et qu'il n'y a pas de côté de si tu payes un truc, tu seras plus avantagé. Tu as quand même ce côté d'égalité qui est justement sympa que tu peux peut-être moins retrouver avec l'école, le côté école privée, école publique. Mais tu trouves que c'est déjà suffisamment démocratisé l'usage de YouTube en France ? Ça je sais l'est pas quand si même. en France, hors région parisienne par exemple. Non, pas assez. Pas assez. Les gens sont encore vachement en train de regarder la télé ou regarder des... Bien sûr. Mais après, c'est aussi parce qu'à la télé, on met du contenu sur des émissions de télé-réalité qui intéressent beaucoup les gens hors de Paris. Effectivement, des enquêtes, je sais pas quoi. Enfin, des trucs, effectivement, si déjà tu mettais du contenu beaucoup plus intéressant à la télé en termes de ce que ça peut t'apprendre intellectuellement, t'aurais déjà une autre réalité des choses aujourd'hui, ça j'en suis convaincue. Cool. On se fait le petit quiz ? Allez, vas-y, commence. Alors, Je te réponds l'un ou l'autre, c'est ça ? ouais. l'un ou l'autre, oui. Alors, formation en ligne, révolution ou simple mode ? Révolution. Pause café. Véritable pause ou meilleur moment pour réseauter ? Meilleur moment pour réseauter. Apprendre en jouant, récréation ou révolution ? Ou révolution ? Oui. Nous fais pas répéter pour gagner du temps. Apprendre en jouant. Révolution. Auto-formation sur YouTube. Démocratisation du savoir ou bricolage de connaissances ? Démocratisation du savoir. Les robots remplaceront-ils les formateurs ? Oui ou non ? Ça dépend des catégories, mais je pense. Formation obligatoire en entreprise. Motivation ou punition ? Motivation. L'auto-formation, c'est une autonomie ou isolement ? Autonomie. La formation, un investissement ou une dépense ? Un investissement. Les soft skills, c'est indispensable ou juste un terme marketing ? Indispensable. La France est-elle un modèle de formation continue, oui ou non ? Non. Merci Sixtine. Dernière question, comment toi tu te formes au quotidien ? Sur le terrain. Bah, je peux continuer, mais Ouais, je ouais. Dis-nous. Le quiz est terminé. Le quiz est terminé. Sur le La terrain, dernière ouais. question. Non, sur le terrain. Moi, je me suis jamais appris autrement que par ça. En fait, moi, les études m'ont rien apprise. Au lycée, j'ai eu des profs merveilleux qui, sans eux, je pense, j'aurais jamais été comme ça aujourd'hui. Donc, moi, ça a eu un vrai impact sur moi d'avoir des profs géniaux. Mais aujourd'hui, tout ce que j'apprends, je l'apprends sur le terrain. En vrai, je suis aucune formation et voilà, mais... Même l'entrepreneuriat, avant de te lancer dans ton expérience, ça s'est fait sur le tas. Ouais, complètement. Aucune formation suivie, rien du tout. Ouais, j'avais 18 ans quand j'ai commencé, j'ai pas... Non, vraiment, tout s'est fait naturellement sur le terrain. Après, tu as des compétences qui sont beaucoup plus innées que d'autres. Et donc, au lieu d'essayer de combler avec celles que j'avais pas, à l'inverse, j'ai vraiment poussé celles que j'avais déjà. Ce qui me permettait de devenir vraiment l'une des meilleures dans un domaine. Et je préférais cette stratégie-là que d'être... au lieu d'être bonne partout, je préférais être excellente dans un truc. Ok, Cool. très bien. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.